Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut David. Bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. C'est très gentil de m'inviter. Top. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance ? Alors, pour moi, la performance, ce serait la capacité à réagir de la meilleure façon possible face à une situation donnée. Ce qui, d'une part, fait appel aux capacités intrinsèques de la personne, on pourrait dire la génétique, d'autre part, à toutes les heures d'entraînement auxquelles il s'est astreint, et enfin, ça fait appel à un troisième paramètre qui est la capacité à s'adapter à une situation qui est en perpétuel mouvement ou en perpétuelle évolution. Ah, belle, énorme. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors, donc moi, je suis neurochirurgien de formation, ce qui, dans mon activité quotidienne, correspond à pratiquer la chirurgie et la médecine pour les pathologies du cerveau et de la colonne vertébrale. Donc, à ce titre, bien, j'ai fait un lycée de façon classique, avec toutefois le fait que j'étais en parallèle en sport-études au rugby. Et ensuite donc ma faculté à Limoges, et puis une fois que je l'ai terminé, donc la spécialisation qu'on appelle l'internat, je l'ai réalisée à Toulouse, donc en neurochirurgie c'est 6 ans, plus ensuite il y a 5 ans de post-internat que j'ai fait donc majoritairement à Toulouse, mais aussi je suis parti 1 an et demi à Paris pour complément de formation, et quelques mois également au CHU de Bordeaux. Donc voilà, et à côté, donc j'ai un investissement assez fort auprès de diverses institutions sportives, mais principalement dans le rugby, sur divers problèmes de santé autour des pathologies du crâne et de la colonne vertébrale. Ok, top. Et pourquoi la neurochir ? Est-ce que quand tu voulais faire médecine, tu savais déjà que tu voulais traiter du rachis et du cerveau, entre guillemets, ou est-ce que c'est venu petit à petit, peut-être avec la pratique du rugby, ou tu vois, comment ça t'est venu ? Alors, je pense que de façon pas très originale, moi j'ai voulu faire médecine parce que mon papa l'était, et que j'avais une grande admiration pour lui et de ce qu'il représentait dans notre petite communauté. Là, je viens d'un village du centre de la France. Et ensuite, tout au long de mes études, je n'avais pas beaucoup d'autres ambitions que celle d'être un bon médecin. Et petit à petit, quand même, j'ai développé de l'intérêt pour toutes les pathologies, on va dire neurologiques, les neurosciences en général. Et alors là, lorsque en médecine on s'intéresse à ces choses-là, il y a plusieurs orientations, mais la chirurgie avait un côté un petit peu pratique, ou c'est-à-dire il y a une pathologie, on essaye de la réparer et on en observe tout de suite les résultats qui me plaisaient. Et le dernier point, c'est que pendant mes études de médecine, il y a un jeune garçon à côté de chez moi, là du côté de Clermont-Ferrand, qui joue au rugby, qui était un joueur de bon niveau, et qui a eu un accident grave de la moelle épinière. Ça, c'est survenu dans ma dernière année de formation à la faculté à Limoges. Et je pense que cet événement qui m'a un peu marqué, parce qu'il venait du même lycée que moi, on connaissait les mêmes personnes, ça a dû aussi probablement jouer dans ce qui s'est passé après. C'est impressionnant. Et actuellement, du coup, tu travailles aussi, donc tu as, on va dire, un aspect
clinique où tu traites et tu opères, et tu as aussi une activité en recherche avec le CHU. Quelle est tes thématiques de recherche là-dessus? Alors, clairement, oui, la chirurgie et le fait de soigner des gens est quelque chose qui me prend un peu de temps. Et alors, en fait, l'investissement dans la recherche et dans l'enseignement, ça va souvent de pair, en tout cas dans le système de santé français. Il est venu petit à petit. Bien une fois que j'avais un petit peu avancé dans ma formation médicale, un moment, on m'a demandé de commencer à m'investir en recherche parce que mes patrons voulaient à l'époque que je prenne quelques responsabilités au CHU. Et là, j'ai eu carte blanche pour m'investir dans tel ou tel projet de recherche. Il fallait que je fasse de la recherche, c'est tout ce qui importait à mes patrons. De ce fait, en parallèle de mon clinica de chirurgie, c'est-à-dire après la thèse de médecine, eh bien, je commençais à m'intéresser donc à cet aspect de traumatisme lié au sport. Alors, tout d'abord, ça a été sur les pathologies de la colonne vertébrale. Alors, au début, un peu dans le rugby, puis après, j'ai élargi. Donc là, tout d'abord, j'ai fait ma thèse de médecine sur le sujet. Alors, ma thèse de médecine, c'était une question simple pour y répondre, il a fallu développer un petit peu de moyens. La question était tout simplement, c'est dans quelle mesure est-ce que les anciens joueurs de rugby professionnels gardent des séquelles sur leur colonne vertébrale de ces années de rugby à très haut niveau. Ouais. Ça, c'était ma thèse de médecine. Et ça a été un travail de longue haleine qui m'a mis presque 3 ans à mener. Mais on y est arrivé à faire quelque chose qui était pas mal, puisque ce travail, il a eu un prix de l'Académie de médecine. Et puis après, j'ai réussi à le publier dans une revue internationale où il a d'ailleurs fait l'objet d'un communiqué de presse de la revue en question, qui était Journal of Neurosurgery, qui est la revue de référence en neurochirurgie. De ce fait, il y a des médias qui l'ont repris en Amérique du Nord et dans le monde. Cette question qui était finalement simple, mais pour y répondre, il a fallu mouiller un petit peu le maillot. Ça, c'était ma première entrée dans la recherche. Et ensuite, donc, j'ai un peu continué. Alors, tout d'abord, donc, je me suis tourné vers des sciences un petit peu plus qu'on appelle fondamentales, en tout cas avec nos yeux de médecin. Donc les sciences fondamentales, c'est quoi? C'est la biologie cellulaire, la biomécanique, la biologie moléculaire, la physiologie, des choses comme ça, les biostatistiques. Bon, donc moi je me suis inscrit en biomécanique à l'école des arts et métiers de Paris, qui a une assez forte expertise dans ce domaine. Enfin, c'est une école de biomécanique qui est assez reconnue en France. Et là, je suis arrivé avec une idée. Alors, j'ai traîné un petit peu pendant plusieurs semaines dans les couloirs de ce laboratoire, dans le service du professeur Sébastien Laporte, pour voir un peu les outils. Et c'était pas forcément très évident au début, parce que en tant que chirurgien, nous, on est des êtres assez primaires. Il y a une pathologie, on nous apprend à la traiter et puis après on suit les choses. Et là, il a fallu un petit peu se familiariser avec des choses que je connaissais beaucoup moins. Les mathématiques, le codage informatique, la modélisation, l'expérimentation, mais vraiment au sens primitif du terme. Et voilà. Alors là, ayant fait un petit peu le tour de tous les outils, de tous les travaux, finalement, j'ai accouché d'un projet. Et ce projet, il était également assez simple. C'était d'essayer de déterminer dans quelle mesure est-ce que morphologiquement, on est plus vulnérable à un accident grave au niveau des rachis cervicales. Et on le sait tous, des gens très élancés avec un cou long et fin, ils sont plus à risque que des gens un petit peu plus ramassés et trapus. Mais en dehors de ces observations de bon sens, on n'a aucun moyen de le mesurer, ça, en médecine. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui permet de dire vous êtes à risque, ou non, vous pouvez enchaîner les mêlées en top 14, ça va bien se passer, quoi.
Donc voilà, donc là je fais mon master là-dedans en recherche, et ensuite donc on l'a prolongé en thèse de sciences. L'objet était précisément d'essayer de numériser un être humain au moyen, en prenant comme donnée d'entrée son IRM, son scanner, de lui appliquer informatiquement diverses contraintes pour essayer de déterminer son degré de vulnérabilité. C'est énorme. Et voilà. Et ensuite, bon, on aura, je pense, l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, parce qu'en parallèle, j'ai pris un petit peu des galons dans le monde du sport. Donc, je me suis aussi intéressé à la commotion cérébrale. Et donc là, maintenant, j'ai plutôt un investissement sur la recherche autour de la commotion et des séquelles qu'elle peut donner. Mais pendant, je dirais presque 10 ans, hein, je suis un peu dédié à la recherche en biomécanique et en accidentologie du sport sur la colonne vertébrale. Ouais, c'est franchement énorme. Est-ce qu'on peut revenir juste sur ta thèse en médecine? Quel résultat tu as eu justement, et qu'est-ce que tu as réussi à montrer avec cette thèse-là? Alors oui, donc ça c'était comme je l'ai dit, une question simple. Est-ce que les joueurs de rugby professionnels ont en quelque sorte des séquelles ou gardent des traces sur leur colonne vertébrale cervicale de ces années de rugby à très haut niveau? Donc c'est quelque chose, c'est pareil, hein, comme cette histoire d'influence du morphotype sur la vulnérabilité aux accidents, pour lequel tout le monde avait une idée, mais on n'avait jamais trop réussi à le prouver, quoi. Donc, nous, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a constitué 2 groupes. Donc, avec l'aide du syndicat Proval, on avait obtenu les coordonnées des anciens joueurs de rugby professionnels, et on les a recontactés. Donc, en moyenne 10 ans après l'arrêt de leur carrière de joueur. Ouais. Et ces gens-là, on les a examinés avec un examen clinique standardisé, et on leur a fait aussi des IRM. Et on a fait exactement la même chose, le même examen clinique, les mêmes IRM à des sujets contrôle qui n'avaient jamais joué au rugby, qu'on a réussi à recruter majoritairement auprès des familles, des gens qui venaient voir leurs proches à l'hôpital. Et après, bon, d'autres corps de métier m'ont aidé, les ambulanciers du CHU. Et donc tous les IRM ont été payés, une partie par le CHU de Toulouse, une autre partie par l'Institut de recherche sur la moelle épinière et l'encéphale, et une dernière partie par la Société française de chirurgie du rachis. D'accord. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Globalement, les anciens joueurs de rugby professionnels, par rapport à des sujets de même âge, ils rapportent plus fréquemment des symptômes au niveau du rachis cervical. Des douleurs, des raideurs, c'est-à-dire une limitation d'amplitude. En valeur absolue, c'est plus souvent qu'ils rapportent ça. Maintenant, si l'on s'intéresse au retentissement de ces symptômes dans la vie quotidienne, la qualité de vie, à l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie, globalement, ça n'atteint jamais un seuil de handicap dans la vie quotidienne. Donc voilà, en gros, les anciens joueurs de rugby professionnels, en moyenne 10 ans après l'arrêt de leur carrière, ils se plaignent plus souvent de leur cervicale, mais ça n'entraîne ni consommation de médicaments, ni arrêt de travail, ni limitation majeure dans leurs activités quotidiennes ou de loisirs ou de travail. Les données de l'IRM, elles montrent à peu près la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de catégoriser un petit peu les lésions d'usure, qu'on appelle des lésions dégénératives, on trouve un peu plus fréquemment des lésions d'usure. Voilà, à un instant T. Voilà. Et globalement, ça, quand on discute un petit peu avec les gens qui opèrent ces choses-là, ça correspond un petit peu à l'idée qu'on a. On n'a pas une surreprésentation des anciens joueurs de rugby professionnels à l'âge de 50, 60 ans. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très certainement, et ça va vous paraître tellement logique quand je vais vous le dire, l'usure au niveau de la colonne vertébrale cervicale, chez le joueur de rugby en activité, elle est évidemment accélérée par rapport à quelqu'un qui est pas sur les terrains de top 14 ou de Pro D2. Mais ensuite, cette dégénérescence accélérée, elle se stabilise après l'arrêt de carrière. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est que vers 50, 60, 70 ans, les deux courbes, en fait, vont se rejoindre. Ouais, d'accord.
Ouais, probablement. Et après, une autre raison pour laquelle les joueurs de rugby finalement sont pas extrêmement invalidés, alors quand même à l'IRM on voit c'est assez marquant quand même, hein. C'est parce que dans notre étude on a réussi à montrer beaucoup d'autres études l'ont montré, toutes les études sur les anciens sportifs professionnels montrent ça. C'est que les anciens joueurs de rugby professionnels, ils restent beaucoup plus sportifs que la population générale. Ouais. Donc d'ailleurs la revue JNS, là, j'avais mis une illustration dans l'article. Oui. Ils gardent donc de ce fait une musculature très développée autour de la colonne. Et on sait que ça joue, ça. Par exemple, dans la gonarthrose du genou, le fait d'avoir un bon vaste interne et une bonne trophicité musculaire fait que, à degré d'arthrose équivalente, il y a des gens qui se plaignent moins que d'autres, quoi. Ouais. Et après aussi, le sportif et l'ancien sportif, donc si les gens qui écoutent, ils s'intéressent à ça, je pense qu'ils le savent, ils gardent un seuil de tolérance à la douleur qui est plus élevé que la moyenne. Il faut plus de stimulation douloureuse. Donc du coup, à degré de dégénérescence égale, le sportif il va un peu moins se plaindre parce que voilà, il a un seuil de perception de la douleur qui est un peu plus élevé du fait de son passé, du fait qu'il continue à pratiquer du sport, donc il sécrète des opioïdes endogènes. Et tout ça fait que à squelette plus abîmé finalement, ils ont un peu plus souvent des symptômes, mais voilà, ça n'entraîne pas un retentissement majeur dans la vie quotidienne. Ouais, c'est génial. Et alors sur la deuxième partie, tu nous as parlé de modélisation du rachis cervical. Qu'est-ce que ça a donné ce projet-là et qu'est-ce que tu peux nous apprendre là-dessus au final? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, je vais essayer de vulgariser un petit peu ce que l'on a fait. Alors, sans figure à présenter, c'est un petit challenge, mais je vais essayer de le relever. Ouais. Donc, la modélisation, c'est un terme générique pour dire qu'en fait, en gros, on fait en quelque sorte une maquette de quelque chose, quoi. Donc là, il est question de modélisation numérique, c'est-à-dire que on recrée un être humain, toi, moi, Emmanuel Macron ou un capitaine de rugby du Stade Toulousain, on lui fait passer une IRM, on lui fait passer un scanner, une radio. Et ces données morphologiques, on les fait rentrer dans notre logiciel. Et ensuite, numériquement, on reconstruit en 3D la personne. Alors ça, n'importe quel logiciel de reconstruction 3D, il sait le faire. Okay. Les éléments finis, ça a pour but de tenir compte également des propriétés mécaniques des tissus. C'est-à-dire que dans notre reconstruction, il va... le logiciel sur lequel on travaillait, d'autres travaillent toujours, il a la capacité à reconstruire la peau avec ses propriétés mécaniques, les muscles, les os, le disque intervertébral, etc. Et donc, on a un modèle 3D pour lequel chaque voxel, chaque pixel, si vous préférez, est associé à des caractéristiques mécaniques. Ça, c'est du muscle, ça, c'est de l'os, ça, c'est du cartilage. C'est bon? Ouais. Et de ce fait, on arrive, une fois qu'on connaît la géométrie de la personne, à l'aide des données d'entrée, IRM, scanner, radio, que l'on la reconstruit morphologiquement, mais aussi en tenant compte de ses caractéristiques mécaniques, si je puis dire, propres à chaque tissu, eh bien, on peut appliquer numériquement une contrainte sur cet être humain reconstruit numériquement et regarder si Emmanuel Macron, il a traumatisme équivalent, il se rompt plus facilement les cervicales que le capitaine de rugby du Stade Toulousain. C'est ouf. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment pas faire chez un être humain pour des raisons éthiques. Chez l'animal, c'est pas c'est pas la géométrie de l'homme. Et la meilleure maquette du monde, on n'a pas la capacité aujourd'hui, alors peut-être demain avec les imprimantes 3D, mais à reconstruire un être humain en tenant compte de toutes les spécificités mécaniques de chaque tissu. Il y a que l'informatique. Et en plus, l'informatique offre la capacité, lorsqu'on soumet la personne à un accident, à réaliser strictement le même accident dans les mêmes conditions entre chaque sujet.
Parce que vous pouvez vous appliquer si vous faites des crash tests, donc de type ce que fait Renault pour étudier ses voitures, d'une expérience à l'autre, il y a toujours des petites différences expérimentales. La force va jamais s'appliquer précisément au même endroit de la colonne vertébrale. Que là, numériquement, on sait que entre chaque spécimen, on peut réaliser strictement la même sollicitation mécanique. Et donc, les différences qui sont observées, on sait qu'elles ne seront dues à la sortie que à la morphologie spécifique de la personne. J'espère que j'ai été clair. Ouais. C'est impressionnant. Et donc, tu modélises en fonction, tu as parlé d'IRM, donc c'est vraiment au niveau osseux, parce que après quand tu rajoutes muscle, tendon, disque, ça, les caractéristiques sont pas individualisées en fonction des résultats de l'IRM, tu vois. En fonction du capitaine du Stade Toulousain, peut-être qu'il a des muscles, on va dire, plus volumineux au niveau cervical qu'Emmanuel Macron, mais est-ce que tu respectais aussi ce volume et cette section musculaire d'un sujet par rapport à l'autre en fonction de l'IRM ou pas forcément? Et oui, c'est pour ça, au départ, c'était on appelle ça des modèles subject spécifiques, c'est-à-dire liés aux caractéristiques propres d'un sujet. Au tout départ, cette équipe-là aux arts et métiers, elle a créé cela à partir de l'os, donc scanner et radio. Oui. Et puis en 2009, ils se sont dit ah tiens, ce serait intéressant si dans notre modèle on rajoutait les muscles. Mais les muscles, on les obtient par l'IRM. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté comme input, comme données d'entrée, les données de l'IRM. Putain, c'est ouf. Et donc oui, l'IRM, l'os, on a accès grâce à la radio. Alors c'est une radio EOS, un peu particulière. Le scanner pour faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Et tout ce qui est tissu mou, disque, ligament, muscle, par l'IRM. Wow. Et donc là, tu rajoutais par exemple la hauteur de disque du patient en question par rapport à un autre qui a une autre hauteur de disque. Waouh, c'est énorme. Exactement. Et donc ça permet de révéler l'influence de si j'ai telle lordose cervicale, enfin la lordose est peut-être pas un bon exemple parce que c'est un paramètre positionnel, mais par exemple si j'ai des vertèbres de telle dimension, elles vont plus facilement absorber un choc que si j'ai des vertèbres de telle dimension. Si j'ai un processus épineux qui fait telle longueur, tout étant égal par ailleurs, eh bien, ça semble protégé parce que la surface de ligament est plus importante, etc. Ça permet d'étudier. Lorsque l'on faisait tourner une simulation, donc une simulation pour un accident qui durait 300 millisecondes, c'était quasiment 3 jours de calcul. Mais non, putain. Et ensuite, par contre, donc ça permettait de déterminer quelle était la structure qui allait se casser en premier, à quel endroit, et donc aussi donc on a réussi à créer une cohorte numérique d'une 20aine de sujets, donc ça a permis de déterminer que à stimulation équivalente, il y a des gens qui cassaient beaucoup plus vite que d'autres. C'est ouf. Et est-ce que vous avez réussi à déterminer, on va dire, un rachis cervical idéal, tu vois, ou le plus solide possible? Qu'est-ce que ce rachis cervical doit comporter en termes de Alors là, c'est trop embryonnaire. On a cette façon de procéder, de faire tout numérique, ça permet d'étudier la co-influence de plus de 1000 paramètres morphologiques de façon simultanée. Donc il y a vraiment que le numérique qui permet de faire ça. On peut pas le faire au laboratoire d'anatomie. Et il y a des choses quand même qui sortaient. Il y a des choses qui sortaient. Donc les dimensions des vertèbres. Je parlais de la lordose parce que effectivement la position de la tête au départ de la stimulation, mais ça c'est un paramètre positionnel. Mais la position de la tête par rapport aux vertèbres jouait. Mais bon, voilà. Donc on avait principalement en fait les dimensions des vertèbres. Et plus les vertèbres sont en quelque sorte un petit peu aplaties, si je puis dire, et plus elles ont une capacité à encaisser un choc, notamment en compression axiale. D'accord, Donc voilà, mais après notre cohorte était trop petite
pour pouvoir mettre en évidence l'influence de plus de paramètres, quoi. Ouais. Et quand je dis des vertèbres aplaties, parce que ça prenait en compte la dimension de corps vertébral, mais aussi des facettes articulaires derrière, puisque la vertèbre étant aplatie, il y a un écartement du platissement du corps qui devient plus cubique mais parallélépipède, et aussi des facettes articulaires. Donc on a une espèce de trépied là qui encaisse beaucoup plus facilement les contraintes. Ouais. Wow, c'est génial. Et alors, tu as aussi parlé de commotion. Tu bosses dans le comité médical de la FFR et de la FFF. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme définition de la commotion? Alors, la commotion cérébrale, c'est une pathologie qui a une définition universelle. Pourquoi ? Parce que tous les 4-5 ans, elle est révisée et régulée par des conférences de consensus internationales. La dernière en vigueur, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que c'est un choc à la tête, donc un traumatisme, qui est suivi d'un symptôme neurologique. Et ce symptôme, il peut être très variable, le plus emblématique étant la perte de connaissance, le chaos. Ce symptôme neurologique, contrairement aux pathologies que moi j'ai parfois au bloc opératoire, il n'est pas lié à un dégât anatomique dans le cerveau. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de zone qui est détruite. Mais maintenant, on sait que c'est lié à un trouble fonctionnel. Ce qui fait qu'on observe, après un gros choc, un chaos, quelqu'un qui est ataxique, marche un peu instable, ou qui est confus, qui répète en boucle. Si on le passe au scanner à l'IRM, on va pas trouver de lésion. Par contre, en fait, maintenant, ce que l'on sait, c'est que ce que l'on observe, c'est lié à un défaut de fonctionnement des neurones. Et ce défaut de fonctionnement, qui est lié à tout un tas d'anomalies biochimiques et métaboliques qui sont secondaires au choc, il rentre dans l'ordre dans un délai qui est variable de quelques minutes à quelques jours et des fois plus. Et dans le sport, ça concerne quel sport ? Tu vois, tous les sports sont concernés. Est-ce que ça va, je caricature un peu, mais est-ce que ça va du ping-pong à la boxe et au rugby, ou est-ce que ça en concerne plus que d'autres ? Alors, évidemment, c'est les sports de type sport de contact, ou alors des sports pour lesquels l'impact crânien il est rare, mais quand il y est, il est pas négligeable. C'est-à-dire les sports à forte cinétique, sport de glace, sport de glisse, sport mécanique. Voilà. Et après donc tous les sports de contact, donc les sports de combat évidemment. Les sports de balle. Alors après, il y a une gradation dans les sports de balle. On met d'abord le rugby, le football américain, et puis après le football normal quand même, le handball, le basket, etc. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que physio ou en tant que médecin quand tu assistes à ça ? C'est quoi les signes sur le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, commotion cérébrale égale choc à la tête plus symptômes neurologiques. Première difficulté, le reconnaître. Évidemment, quand il y a un gros chaos, personne passe à côté. Mais bien souvent, les symptômes neurologiques sont fugaces. Je veux dire les symptômes d'impact, ceux sur lesquels on voit tout de suite que le cerveau il a été touché. Donc il faut que les gens se forment. Donc le personnel de bord de terrain. Alors dans le sport professionnel, c'est pas réellement un souci. Il y a toujours des physios, il y a des docteurs, ou alors un ostéo. Enfin, il y a toujours des gens un petit peu formés à ça. Mais le problème, c'est dans les sports amateurs où là, pour le coup, en général, il y en a un seul professionnel de santé et un kiné, un ostéo, et pour lequel la formation, c'est parfois pas évident de trouver, quoi. Alors ensuite, une fois qu'on l'a identifié de façon certaine, le joueur, faut le sortir. Il faut pas qu'il se mette en situation de reprendre un autre choc à la tête qui peut entraîner une deuxième commotion cérébrale. Si on a un doute, ça c'est pareil, ça s'apprend. Il y a des tests qu'on peut faire, des tests sur le terrain ou des tests au bord du terrain qui permettent d'aider au diagnostic. Parce qu'évidemment, si vous êtes kiné, que vous avez toute la bonne volonté du monde de pas laisser sur le terrain un sportif commotionné, si vous sortez toutes les suspicions que vous avez au cours d'un match de rugby, le match d'après, le club il va pas vous emmener au match, quoi, parce que il va plus vous faire confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut
être formé à ces tests qui sont pas très compliqués, mais il faut savoir lesquels. Et c'est des tests qui ont une valeur internationale. C'est-à-dire que si vous êtes embêté parce que on vous dit t'as pas vu la commotion, tu ne l'as pas reconnue, si vous pouvez dire oui mais moi ce que j'ai fait c'est la batterie SCAT et eh bien la discussion elle s'arrête là. C'est aujourd'hui ce qu'il faut faire et après elle peut être prise en défaut, mais nous en tant que soignants on a fait notre travail, on a appliqué les tests qui sont internationalement recommandés. Pourquoi est-ce qu'il faut le sortir? Parce que, encore une fois, j'ai pour habitude de dire, moi, la commotion cérébrale, c'est une blessure qui est décrite depuis le Moyen-Âge. C'est une blessure qui est pas grave. La preuve, elle est négligée depuis plus que le Moyen-Âge, dans l'Antiquité déjà. Mais de temps en temps, rarement, il peut y avoir des problèmes. Et ces dernières années, on a identifié les situations à problème. Et c'est quasi exclusivement lorsque une première commotion, elle n'a pas été reconnue et qu'on en prend une deuxième par-dessus. C'est pour ça que il y a qu'une seule chose à faire, c'est facile à soigner, c'est protéger la personne, l'écarter du terrain pour plus qu'il soit en situation de reprendre un impact à la tête, et ensuite tous les troubles liés aux désordres biochimiques, métaboliques, physiologiques qui récupèrent en quelques jours, savoir attendre qu'il ait disparu, se soit normalisé pour autoriser le sportif à reprendre son activité. Et c'est ça qu'il faut savoir faire. Ouais. J'avais lu justement quelque part que en cas de second impact syndrome, t'avais 100% de séquelles. Et ça pouvait aller donc forcément jusqu'à la mort, mais t'étais sûr d'avoir des séquelles. C'est quand même fou, quoi. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est que dans la commotion cérébrale, c'est comme la politique. Il y a beaucoup de gens qui en parlent dans les journaux, qui ne connaissent pas réellement le sujet. Ouais. Voilà. Et surtout que un journaliste, il va avoir d'autant plus de facilité à tendre son micro à quelqu'un qui dit quelque chose comme ça. 100% de séquelles. On parle de sport, 100% de décès. Waouh. Là, ça... Non. Syndrome du deuxième impact, il faut savoir, première chose, c'est une affection qui n'a aucune définition stricte au sens de l'OMS. C'est-à-dire que ce que moi, David Broge, je caractérise comme un syndrome du deuxième impact, eh bien, Julien Astourik, du côté de la Suisse, il n'aura peut-être pas la même définition. Les gens de Boston n'auront pas la même définition. Les gens de Glasgow n'auront pas la même définition. Or, c'est quelque chose qui est rarissime, très rare. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Et encore, moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Rarissime. Voilà. Le problème, donc, si c'est rare, il faut collecter des cas pour étudier et pour dire, voilà, c'est dû à ça. Les conséquences sont ça, et voilà comment il faut le manager. Mais comme vous n'avez pas de définition qui est universelle aux États-Unis, en Angleterre, en France, le cas que David Broge va rapporter, que Julien Astourik va publier dans New England, et que nos amis de Boston vont publier dans la revue de neurochirurgie du Massachusetts, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut dire il y a 100% de séquelles? Si la définition c'est difficile. C'est difficile. Donc, globalement, en tous les cas, quand on lit les articles qui sont publiés à chaque fois sous ce vocable-là, c'est un deuxième impact chez quelqu'un qui a une commotion cérébrale. Et ce deuxième impact, il a des conséquences neurotraumatologiques énormément plus importantes que ce que laisse préjuger la sévérité de l'impact. Voilà. Et donc, les délais rapportés pour les personnes qui ont dit c'est un syndrome du deuxième impact, quand vous faites la synthèse, on trouve un délai entre les deux impacts entre 0 jours, ça survient le même jour, et 5 semaines. Oh, putain, mais 5 semaines, ça veut pas dire si on reprend un impact 5 semaines après une commotion, on fera un syndrome du deuxième impact. C'était quand même à chaque fois pour un deuxième impact chez quelqu'un qui gardait beaucoup de symptômes. Raison de plus pour savoir attendre la normalisation de la situation avant d'autoriser quelqu'un à reprendre, même si ça doit se prolonger un peu et qu'il faut attendre 1 mois et demi. Donc voilà. Moi, je fais une formation. Donc, j'ai créé en France aujourd'hui la seule formation qui est reconnue par les instances sur la commotion cérébrale. Une formation qui s'adresse aux kinésithérapeutes et aux médecins, donc qui est validante pour la formation médicale continue.
Et donc à ce titre-là, j'avais été faire une journée de formation pour les médecins de la boxe française et anglaise. Ouais. J'ai fait ça à Paris, au siège. Et donc on échangeait sur le sujet. Et donc ça fait toujours appel à des anecdotes qu'ont vécues les gens qui sont dans le milieu du sport depuis longtemps. Et donc une personne prend la parole et me dit écoutez, moi j'étais médecin donc pour la boxe de haut niveau pendant 20 ou 30 ans. Il dit écoutez, je pense que compte tenu de ce que vous m'avez raconté, je l'ai rencontré 3 fois. Je vais vous raconter la dernière fois. C'était un garçon, il monte sur un ring pour un combat championnat de haut niveau. Et le garçon, à un moment, il s'est écroulé mort. Il dit, on a regardé et re-regardé les images, je ne sais combien de fois, il ne s'est jamais rien passé. Par contre, ce que l'on a su secondairement, et maintenant aujourd'hui je comprends ce qui s'est passé, c'est que ce garçon, les jours précédant son combat, il avait servi de sparring pour un type qui était une brute épaisse, quoi. Ouais. Qui avait pour volonté de casser son sparring. Ouais. Et il dit, et maintenant que vous me parlez de ça, je pense que ce que l'on a vu ce jour-là, c'était un syndrome de deuxième impact, en fait. Quelqu'un qui avait pris énormément de coups de très forte intensité les jours précédents et possiblement une commotion. Et donc un combat où le niveau d'engagement est extrême puisqu'on veut gagner. Et là, un décès où pour un garçon, voilà, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. On n'a jamais su pourquoi il était mort. Il n'y avait pas d'hématome dans la tête, rien. Donc ça existe. Définition, pas de définition internationale. Donc tous les chiffres sont à prendre avec précaution. Et les effets à long terme, tu vois, on va dire des commotions déclarées et par exemple des subcommotions ou des micro-impacts à la tête répétés. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus? Alors, là, ça fait déjà 36 minutes que l'on parle et on ouvre un chapitre pour lequel presque je vais avoir besoin d'1 heure. Je vais essayer de faire la synthèse. Vas-y. Globalement, séquelles neurologiques et chocs répétés à la tête. Alors, ça, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer qui a 100 ans. Première observation, donc c'est un neurochirurgien américain, Mark Land, qui parle de punch drunk syndrome. En gros, ce monsieur-là, qui était un neurochirurgien, il se fait des observations médicales au cours desquelles il décrit des symptômes chez des boxeurs, soit boxeurs ex-boxeurs, soit boxeurs un peu en activité, mais plutôt sur la deuxième partie de carrière. Il décrit des symptômes neurologiques proches de ce que l'on peut observer dans l'encéphalopathie alcoolique. Donc il appelle ça le punch drunk. Alors après ça tombe un peu dans l'oubli et puis régulièrement il y a des auteurs qui republient des observations similaires. Donc on a l'encéphalopathie des boxeurs, la démence pugilistique. Voilà. Et donc en 1973, là vous avez un auteur qui a l'idée d'ouvrir la boîte crânienne de ces boxeurs. Qu'est-ce qu'il trouve? En gros, il trouve des cerveaux proches de ce que l'on observe dans la maladie d'Alzheimer. Cerveau un peu atrophique, avec des lésions assez similaires à la maladie d'Alzheimer, dépôt de protéines tau, plaques amyloïdes. Tau, ouais. Et donc voilà. Et en fait, petit à petit, et c'est très récent, puisque c'est que depuis 2016 qu'a été caractérisée une affection qu'on appelle encéphalopathie chronique traumatique ou post-traumatique. Donc depuis 2016, c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit avant n'a pas réellement de valeur pour la même raison que pour le syndrome de deuxième impact. Avant 2016, on n'avait pas de maladie qu'on pouvait clairement rattacher à ça. Cette encéphalopathie chronique traumatique, elle est caractérisée par, à l'autopsie, des anomalies comme la maladie d'Alzheimer, mais qui ont un pattern de distribution un petit peu différent que dans la maladie d'Alzheimer. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Bon, peu importe. Donc voilà. Et alors, aujourd'hui, le gros problème, c'est que cette maladie, on sait la caractériser chez quelqu'un qui est mort, mais chez quelqu'un de vivant, non. Donc voilà. Donc on se heurte à ça. Oui. Alors après, ça veut pas dire que la science, elle avance pas. Et pour faire le lien avec ce que vous trouvez dans les journaux grand public, bien,
je vais vous donner 2 études qui sont assez intéressantes, qui ne répondent pas, mais voilà, que je pense qu'il faut connaître. Alors aux États-Unis, ces questions-là qui sont liées aux chocs répétés à la tête et aux commotions cérébrales répétées. Et alors dommage, elles ont été assez loin puisque a été créée une banque de cerveau d'anciens sportifs. Et en fait, les anciens sportifs, ils sont encouragés à donner leur cerveau à la science après la mort. Et ça marche bien, hein. Je dirais à vue de nez, si je tiens compte des dernières publications, ils publient régulièrement leurs résultats. Aujourd'hui, ils doivent être autour de 500 cerveaux en banque. Ouais. Et régulièrement, vous entendez parler de sportifs qui disent « Moi, quand je serai mort, je donnerai mon cerveau à la science ». Des joueurs de foot américains, mais la capitaine de l'équipe de soccer des États-Unis, elle a dit qu'elle le ferait, etc. Alors, ça a permis de montrer que, en fait, ce problème-là, on le trouvait, dans la boxe, évidemment, mais aussi dans le football américain, et aussi dans tout un tas d'autres sports, le rugby, le football, comme le football européen, la lutte, le hockey sur glace, les militaires, le basketball, etc. Bon. Ok. Ensuite, quelle est l'ampleur de ce problème-là, quoi? Difficile à dire aujourd'hui. Mais aux États-Unis, alors dans le football américain, puisque c'est un sport qui a une grande population de sportifs professionnels, et qui a une grande audience, qui a des moyens financiers, donc ils ont fait une étude. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les fiches de sécurité sociale des anciens joueurs de football américains à leur décès, de quoi ils mouraient. Et ils ont comparé ça aux données épidémiologiques de la population des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on trouve? Nos anciens joueurs de foot américains, ils meurent globalement des mêmes choses que les autres Américains. Maladies cardiovasculaires, cancer, accident de la route, accident de la vie. Maladies neurodégénératives, c'est autour de 5%. Et maladies neurodégénératives dans la population des États-Unis, c'est autour de 1,5%. Cette différence, 1,5 versus 5%, elle est statistiquement significative. Donc, les maladies neurodégénératives, elles sont pas énormément surreprésentées chez les anciens joueurs de foot. Ils meurent des mêmes choses, maladies cardiovasculaires, cancer et tout, mais quand même 3 fois plus que dans la population des États-Unis. Alors, ce que ne dit pas l'équipe, mais ce que dit cette étude, c'est que contrairement aux idées reçues, nos anciens joueurs de foot américains, ils vivent plus longtemps et en meilleure santé que le reste de la population. Ils meurent pas à 45 ans, contrairement aux idées reçues. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils restent plus sportifs, ils font moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancer, quoi. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la même étude, elle a été faite dans le football européen. D'accord. Elle a été faite en Angleterre, et de façon très très récente, puisque ça vient juste d'être publié en France. Ouais. On trouve, étonnamment, la même chose, strictement la même chose. C'est-à-dire que ils meurent des mêmes choses, cancer, accident, maladies cardiovasculaires, etc. Et le sur-risque de maladies neurodégénératives dans le football, dans le soccer, c'est le même que dans la population générale, x3, que au foot américain, x3. Putain. Donc, ça c'est un premier élément d'indice, de réflexion, mais c'est à prendre avec du recul. Ça répond pas totalement. Pourquoi? Parce que c'est des études qui ont été faites que chez les sportifs professionnels. Donc des gens qui sont en général ont commencé très jeunes et sont exposés à un énorme volume d'activité. Est-ce que moi qui ai fait 10 ans de rugby, est-ce que j'ai aussi un sur-risque comparable aux joueurs de football américain? Difficile à dire. De plus, le sur-risque de maladies neurologiques, il faut tenir compte aussi du fait qu'ils vivent plus vieux. Donc, plus on avance en âge, plus on risque de faire des maladies neurologiques. Oui, logique. D'accord. Mais c'est quand même un élément de réflexion. Et d'ailleurs, ça a été publié dans les plus grandes revues de médecine du monde. Ensuite, alors, un autre élément qu'il faut avoir, c'est que, je vous l'ai dit, on a observé des cas caricaturaux chez des boxeurs qui avaient des symptômes comme l'encéphalopathie alcoolique. Mais
finalement, on se dit la méthodologie, c'est facile pour savoir si des boxeurs, ils ont plus de dommages neurologiques, intellectuels, que des gens qui ont jamais fait de boxe. On prend deux groupes de boxeurs, un groupe d'anciens boxeurs et un groupe de même âge, appareillé sur le niveau éducationnel et le sexe. Et on fait passer les tests d'efficience intellectuelle, on va bien voir. Mais ça avait été fait. Et on a eu du mal, voire on n'a pas trouvé de différence significative. Alors, il y a une étude qui a fait la même chose, mais au moment où elle faisait passer aux deux groupes des tests d'efficience intellectuelle, elle les a mis dans une IRM fonctionnelle. Oui. Et là, on s'est aperçu, ça a été fait dans le football américain. Oui, à la sortie, l'ancien joueur de foot américain, il a les mêmes performances intellectuelles. Mais par contre, au prix d'un effort intellectuel plus important. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu par le biais de l'IRM que pour arriver au même résultat, il consomme plus d'énergie dans son cerveau et il mobilise des réseaux de neurones que n'a pas besoin de mobiliser le sujet lambda. Putain. C'est ouf. Alors maintenant, donc tout le challenge, c'est de arriver à trouver une méthode de diagnostic précoce chez les sportifs en activité ou les sportifs en fin de carrière, pour essayer de dépister ces choses-là avant qu'on arrive à la maladie neurologique, quoi. Parce qu'une fois qu'on est au stade de la maladie neurologique, et encore plus, a fortiori, une fois qu'on est au laboratoire d'autopsie, qu'on est mort, c'est trop tard. Il faut arriver à le dépister chez le sujet en activité, quoi. Et donc ça, si vous voulez, vous pouvez aider une brillante équipe toulousaine qui travaille là-dessus à l'INSERM avec le développement de nouvelles séquences d'IRM. Wow, d'accord. Et du coup, vous recherchez des volontaires ? Non, on cherche des fonds. D'accord. Parce que la méthodologie pour développer les nouvelles séquences d'IRM, elle est onéreuse. Ouais. D'accord. Donc là, on est en discussion avec plusieurs partenaires institutionnels ou privés pour essayer de monter un consortium sur le sujet. Ah, ça serait ouf. Ah bah tu me diras, et puis si 300 000 euros. C'est le coût du projet. Fais comment on appelle ça là? Litchi fait une cagnotte. Monte une cagnotte et un crowdfunding. Ouais, mais voilà. on y travaille justement. Mais ça serait énorme. Comme ça fait intervenir plusieurs acteurs. Ouais. Ah bah tu me diras, et puis on essaiera de faire passer l'info et que ça fasse boule de neige, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Et alors je rebondis complètement à autre chose. À la FFR, du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à la commotion ? Est-ce qu'il y a des projets liés à ça ? Est-ce que toi tu mènes des projets à la FFR ou même à la FFF par rapport à la commotion ? Bien, alors, comment dire ? Moi, j'interviens en tant que expert auprès de ces deux institutions, beaucoup plus auprès de la Fédération française de rugby. Voilà, pour des groupes de réflexion ou voilà, être disponible lorsqu'il faut évaluer des cas difficiles, etc. Globalement, dans le rugby, alors beaucoup a été fait par deux personnes. D'abord, Jean-François Sherman, qui a été quand même l'un des premiers à mettre en place les protocoles au niveau du rugby, qui est un neurologue à Paris, et ensuite Philippe Deck, qui est neurochirurgien à Paris, et qui a mis en place, avec un petit groupe d'experts dont je faisais partie d'ailleurs, les protocoles tels qu'ils sont adoptés, quoi. Alors, dans le rugby, beaucoup est fait. Ce n'est pas parfait, j'en conviens. Donc, on travaille un peu à améliorer les choses. Aujourd'hui, en tout cas pour le rugby professionnel, ce à quoi on travaille le plus, c'est d'essayer de mettre en place un espèce de passeport neurologique pour les joueurs qui va les suivre. Donc ça fait appel à un espèce de dossier médical en ligne, et donc on essaye de mettre cet outil à disposition des clubs et des joueurs et de nos institutions. Après, eh bien, soit on soutient, soit on surveille des projets autour de l'amélioration des capacités de diagnostic. Il y a encore des commotions cérébrales à côté desquelles on passe, même si dans le rugby professionnel, on a des médecins indépendants, tout un tas de caméras vidéo. Voilà.
des projets autour de la récupération. Comment est-ce qu'on peut récupérer mieux et plus vite après une commotion cérébrale. Et puis après des projets plus fondamentaux. Pour le rugby amateur, là on est beaucoup sur, en fait on l'a dit, le premier élément de prise en charge, c'est reconnaître une commotion et sortir une personne. Donc on est beaucoup sur l'information, la sensibilisation de tous les acteurs de bord de terrain. Et là on parle de sport amateur, hein, donc c'est éducateurs, coéquipiers, famille, etc. Donc voilà, des affiches, des outils numériques, etc. Dans le football, bon, là, moi, je suis moins maître d'œuvre, mais donc je collabore puisque la Fédération française de football a mis en place un réseau d'experts sur le sujet. Donc là, faut saluer tout le travail qui a été fait par Emmanuel Oran, qui est une personne, je trouve, remarquable pour tout ce qu'il fait sur ce sujet-là, en tout cas. Donc là, a été mis en place un peu sur le modèle du rugby des protocoles de prise en charge, de dépistage, de réhabilitation, la possibilité de sortir un joueur pour l'évaluer de façon temporaire un petit peu sur ce qui est fait dans le rugby. Et pour les amateurs, donc un espèce de passeport où on va limiter le nombre de têtes qui est fait par les jeunes, sans l'interdire complètement, parce qu'aujourd'hui quand même, on n'a pas de réelles preuves scientifique du lien entre les têtes et les séquelles. Hein. Les séquelles peuvent être dues aussi aux impacts en cours de match ou pas aux impacts et à des phénomènes de dopage, puisque ces dommages neurologiques dans le foot, ils ont été mis en évidence encore une fois que chez les pros, pas chez les amateurs. Voilà, donc beaucoup de choses est faites auxquelles je collabore ou que je suis avec attention. Et David, du coup, sur une semaine type, comment tu t'organises entre, on va dire, la chirurgie, les patients, ce qu'on a dit au niveau de la FFR, de la FFF, comment tu fais sur une semaine type? Alors, moi j'ai une semaine qui est très stéréotypée. Donc, le lundi, je consulte toute la journée. Le lundi soir, souvent, je rappelle quelques patients. Voilà. Le mardi, ensuite, c'est une journée qui est dédiée à la médecine du sport et à tous ces projets-là. Donc, mardi matin, tôt, de 7h à 8h, j'ai eu une discussion avec mes collègues chirurgiens. On discute de dossiers un petit peu complexes. Et puis ensuite, donc là, j'ai gardé une vacation dans le service de médecine du sport du CHU de Toulouse, où là, je consulte et sur une matinée, je ne vois que des sportifs. Donc, les principales pathologies que je vois, elles sont en lien avec les problèmes des sportifs dans mon domaine. Donc, les chocs à la tête, alors les commotions cérébrales, ou alors un patient sportif à qui on trouve une anomalie dans le cerveau et pour lequel on ne sait pas s'il peut pratiquer son sport, malformation de Chiari, malformation vasculaire cérébrale. Bon, voilà. Donc là, je vois les patients là le mardi matin. Mardi après-midi, ensuite, je le dédie à l'INSERM, où là, donc, j'ai une étudiante en thèse de sciences et donc c'est la recherche autour des commotions cérébrales ou alors les thèses de médecine que je peux encadrer. J'ai encadré là, à l'heure actuelle 13 thèses de médecine sur les sujets de la commotion cérébrale, les problèmes de colonne vertébrale des sportifs, etc. Ouais. Le mercredi, ensuite, c'est de nouveau de la consultation de neurochirurgie à la clinique. Et le jeudi et vendredi, c'est la chirurgie toute la journée. En général, je fais entre 6 et 7 interventions par jour. Voilà. Les soirs, donc souvent, là comme ce soir, il y a dans la semaine 1 ou 2 réunions Zoom, alors avec diverses instances ou divers correspondants. Et là, je dois bien reconnaître que le Covid et le développement de ces outils m'a énormément aidé pour travailler plus facilement. Le samedi matin, ensuite, en général, il y a une autre réunion et je vais ensuite voir mes patients. Et à partir du samedi midi, je vais voir mes patients à la clinique, je fais la visite. Et du samedi midi jusqu'au dimanche soir, après, je le consacre à ma famille. D'accord. Top. Et pour revenir rapidement sur les opérations, quel type d'opération tu fais ?
Alors en neurochirurgie, en tout cas pour dans le secteur d'activité où je suis en libéral, c'est principalement des pathologies de la colonne vertébrale et des pathologies de type dégénérative. Le spondylolisthésis, le canal lombaire étroit, les hernies discales, cervicales ou lombaires. Voilà. Un petit peu quand même d'accidentologie et de traumatisme. Voilà. Et pour la chirurgie crânienne, c'est principalement des pathologies tumorales, des tumeurs. D'accord. Wow. Ok, top. David, quels sont tes mentors ou les gens qui t'inspirent? Alors j'en ai eu plusieurs dans ma vie et j'aime à dire que j'ai essayé de prendre le meilleur de chacun d'entre eux parce que évidemment quand même les gens inspirants ils ont aussi de gros égos et les travers qui vont avec, mais en premier mon père qui était quand même un médecin de campagne avec tout ce que ça peut comporter de caricatural, extrêmement dévoué à ses patients. Qui était de 8h30 jusqu'à 10h, 11h. Et je dois dire que c'était un papa que j'ai peu vu, mais qui a été très inspirant dans le dévouement qu'il a apporté aux gens et la passion qu'il avait pour soigner les gens, la médecine. Je rentrais dans son bureau, ça débordait de revues médicales. On partait en vacances, il amenait toutes ses revues médicales. Il a adoré soigner les gens. Et je pense que ça m'a inspiré, c'est sûr même. Ensuite, des gens que j'ai croisés en chirurgie. Là, c'est difficile de les catégoriser, mais il y en a un qui s'appelle, peut-être je le mettrai en premier, Sergio Bueto, un immigré argentin qui est venu en France, et pareil, extrêmement dévoué à ses malades, qui opérait des enfants et qui était un chirurgien qui était capable de faire beaucoup de choses. Pareil, qui mettait beaucoup de cœur et puis bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que de sauver un enfant Je veux dire, moi, quand je travaillais à ses côtés, là, en garde, ça m'a pu m'arriver. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie où je me suis senti aussi utile, quoi. Après, j'ai eu des patrons, Monsieur Lagarrigue, qui était un chirurgien d'une intégrité exceptionnelle, qui se payait lui-même ses congrès, qui était alors quand je suis arrivé, il était sur les dernières années, donc il était encore sur des acquis un peu peut-être certains dépassés, mais alors vraiment dans l'investissement qu'il y mettait, une personne vraiment remarquable et que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un autre à Paris, Stéphane Gaillard, pareil, avec un empan chirurgical absolument phénoménal. L'empan chirurgical, c'est la capacité à traiter un grand nombre de cas avec un arsenal chirurgical extrêmement vaste. Et voilà, un excellent chirurgien qui a développé beaucoup de choses dans son service à Paris, et j'ai eu la chance de travailler 1 an et demi derrière lui, dans son ombre, et c'était super, j'ai appris beaucoup. Monsieur Vital, Bordeaux aussi, un grand chirurgien du rachis qui, voilà, j'étais dans son service, un service absolument phénoménal où toutes les semaines, il y avait des gens du monde entier qui venaient voir lui ou ses adjoints opérer, et j'ai beaucoup appris chez lui. J'ai appris vraiment la volonté de faire le mieux possible à chaque fois. Et après, on recherche d'autres personnes, Sébastien Laporte, Jérémy Pariente. Je pense que c'est des gens qui ont compté pour moi, même si je pense qu'ils se rendent peut-être pas trop compte, ou certains, j'ai pu me frictionner avec eux, mais je leur suis redevable de quelque chose d'inestimable, c'est-à-dire de m'avoir appris le métier. Et ça, il y en a un de ces gens-là, je leur ai dit, il n'y a pas de cadeau que je peux te faire qui a la valeur de ce que toi tu m'as appris, quoi. Et vraiment, je le pense. Alors, je lui ai offert une bonne bouteille de vin, mais j'ai bien conscience que tout ce que je suis, et plus encore, c'est grâce à eux, et ce qu'ils m'ont appris là, cette espèce de compagnonnage, ça n'a pas de prix, quoi. Le savoir, on peut s'acheter une Ferrari, ça n'importe qui peut le faire, quoi. Mais savoir opérer une malformation difficile dans le cerveau, c'est des heures et des heures. Et moi, j'ai bénéficié de toutes les erreurs qu'ils ont fait. Enfin, c'est des gens pour qui j'ai une grande affection. Ouais. C'est énorme. Et en termes de livres, est-ce qu'il y en a que tu relis régulièrement? Est-ce qu'il y en a qui comptent pour toi?
Alors j'adore lire. J'essaye de transmettre ça à mes enfants. J'adore lire pour le côté, je trouve, créatif que ça procure en fait. Quand on lit, on absorbe quelque chose, une idée, une émotion. Mais je trouve aussi quand même que quelque part ça stimule après l'imaginaire, et quand je fais des footings et tout ça m'aide à construire. Est-ce qu'il y en a un plus que les autres? Non, je crois pas. Je peux pas dire. J'en ai un ou deux qui me viennent, mais je suis sûr que si je les dis, après derrière je vais me dire, il y a celui-là aussi, il y a celui-là aussi. Non, j'en ai pas un. Et en tous les cas, il y a tellement de choses à découvrir que j'ai pas envie de perdre du temps à relire un, quoi. Je remercie celui qui l'a écrit, qui m'a apporté. C'était super. Ça a permis de me cultiver ou de me raisonner différemment. Mais non, je ne crois pas que j'en ai jamais relié un seul, quoi. D'accord. Top. Et David, s'il y en a qui veulent te contacter, te poser des questions, où c'est qu'on peut te joindre? Alors, j'ai plusieurs coordonnées. Le plus simple peut-être, sur Google, David Broge neurochirurgie. Et puis là, donc, il y a le site internet de mon équipe. Sinon, donc par LinkedIn ou par Facebook. Je pense que c'est lorsque j'ai des sollicitations un petit peu d'extérieur de gens que je n'ai jamais rencontrés, à qui j'ai pas donné mon portable ou mon email direct, je pense que c'est le plus simple. C'est comme ça, des fois, que je rentre en contact avec diverses personnes, diverses institutions. Ok. Top. David, merci beaucoup. Et merci à toi. Merci. Ça me fait très très plaisir qu'on soit resté en contact, parce que je me souviens quand tu m'as appelé que tu étais étudiant, il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. Et moi, ça me fait très très plaisir quand je vois des gens comme ça là qui se battent, qui créent plein de choses. Moi, je suis un peu maintenant là tout ce que tu fais. Je remis dans des vidéos, dans des formations que j'ai fait, les vidéos que tu m'as envoyées sur le travail que tu fais avec les sportifs. Et ça me fait plaisir de voir comme super. Ça des gens qui se battent, qui sont motivés. Donc je me sens honoré d'avoir été invité par toi. Ah, putain, super. Bah, ça me fait beaucoup plaisir, et je me rappelle, je sais encore à quel moment je t'avais appelé, je sais où j'étais, et je me rappelle de la feuille de conseils. On avait beaucoup parlé commotion, rachis cervical déjà, et t'étais notamment sur ce projet-là de modélisation, et je me rappelle encore de la feuille que j'ai relue plusieurs fois, que j'avais stabiloté. Et ben, franchement, je suis très très content, et voilà, j'espère que l'épisode plaira à beaucoup de monde et que ça en inspirera d'autres, en tout cas. Donc merci beaucoup, et à très bientôt. Merci à toi, bonne soirée. Salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.